Nouveaux ateliers virtuels du Gers. Donc, bienvenue à tous. Ça nous fait toujours très plaisir de vous retrouver. Vous êtes encore très nombreux à vous être inscrits pour cette session, puisque nous sommes aujourd'hui plus de 500, presque 600, à assister donc à cette présentation. Donc, tous les chiffres qu'on vous présente sont rendus possibles à partir de la richesse des données qui existent au sein de l'écosystème CGDIM Pharma, qu'il s'agisse des données issues, bien entendu, du GERS, mais également des données issues de chez Medexac, de chez CMedia, Futura Media, de l'activité des logiciels médecins ou pharmaciens, et également de la BCB. Donc, tout cela nous permet de pouvoir être au cœur de cette information, et information qui est partagée avec les pouvoirs publics, que ce soit l'ANSM, que ce soit la DGS, que ce soit le ministère. David, peut-être la slide suivante. L'assurance maladie, et toutes les données qu'on utilise sont les données hospitalières, les données de prescription, à partir de la base TIN, qui a été sélectionnée par l'ANSM et le CEPS pour le suivi de l'analyse de la prescription par les médecins généralistes et les médecins spécialistes, et puis ensuite toutes les données d'achat et de distribution en officine. Donc voilà un tout petit peu notre panorama. Alors aujourd'hui, on a souhaité voir quelle avait été un peu l'influence de ces 2 années très particulières avec le Covid. Et c'est ce que l'on va essayer de voir avec tout d'abord David sur l'activité chez les médecins. David, c'est à toi. Merci Patrick. Donc bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Patrick, mais du coup ça fait toujours plaisir à dire, on est ravis d'être avec vous et j'espère que certains d'entre vous regardent les ateliers à la terrasse d'un café, parce que là du coup sur Boulogne il fait beau, mais a priori il fait pas mal beau dans beaucoup d'endroits. Un point sur la médecine et l'enjeu aussi pour nous, c'était de faire les choses différemment. Ça fait 24 mois, un petit peu moins, un petit peu plus que effectivement on est rentré dans cette pandémie. Et l'idée, c'était de regarder du coup sur cette totalité de cette période comment ont évolué les choses par rapport à l'année qui précédait le Covid. Et donc du coup, on a isolé ce que vous pouvez voir sur la slide le mois de mars, de manière à ce que on ne soit pas pollué, si vous me permettez le propos, par le mois de l'annonce du confinement qui était la semaine 12, le 16 mars. Et vous montrer aussi, vous allez le voir sur un certain nombre de slides, comme quoi les choses bougent vite, et la manière aussi de regarder les chiffres et de regarder ce que ça raconte. Aujourd'hui, quand je regarde avec les équipes l'évolution des consultations en médecine générale et que je regarde un mois moyen, donc de l'année dernière, il y a 3 ans maintenant, de mars 2019 à février 2020, et puis de avril 2020 jusqu'à maintenant, et je regarde l'évolution, là, ce que je constate, c'est qu'on a perdu que 1% de prescription en médecine de ville. Globalement, on pourrait dire qu'on est quasiment stable, et puis avec les équipes, on a creusé, et puis on a regardé ce que ça donnait en excluant les consultations qui n'ont pas donné lieu à une prescription, notamment portées par le post-Covid sur les médecins qui ont réalisé la vaccination. Et là, vous voyez, le constat est tout autre, moins 9% en termes de consultations depuis la pandémie, avec, vous pouvez voir effectivement, une année 2020 qui était pas mal secouée au gré des vacances et des confinements, et puis surtout, effectivement, une reprise lente sur ce début d'année. L'autre sujet, c'est pareil sur la téléconsultation, elle n'existait quasiment pas avant la mise en place et avant la pandémie. On voit bien qu'on a beau choisir la période, on tourne autour de 4 à 5% en termes de téléconsultation. Donc, on est vraiment là. Vous me permettez, j'espère que vous m'autoriserez à dire qu'on est sur un rythme de croissance, de croisière sur cette période-là. Et les enjeux, ça va être effectivement comment on va pouvoir évoluer
le digital par rapport à la consultation en présentiel. Petit focus avec le même raisonnement sur principales spécialités. Donc, on en a choisi une petite dizaine, 9, et 2 spécialités où les consultations sont à la hausse, psychiatre, endocrinologue. On est quasi stable ou légèrement en recul sur gynéco, pédiatre et cardiologue, gastro et rhumato. Et on voit bien quand même un petit peu plus de recul sur le pneumo, moins 4%, et surtout sur les neurologues, moins 11% depuis le Covid. Alors, c'est vrai que même si on essaye de partager les bonnes nouvelles, on peut voir qu'on a une hausse ces dernières semaines du retour des tests antigéniques et puis surtout aussi l'évolution du nombre de cas de Covid-19 symptomatiques sur les 7 derniers jours, donc à travers à la base la bassine. Et vous pouvez le voir effectivement sur cette courbe et surtout sur la fin de la courbe, un petit retour à la hausse comme on l'était avant les vacances d'hiver, avant fin décembre de 2021. Et puis surtout, quand on regarde les trends, vous voyez sur ces évolutions-là, on est repassé en évolution et depuis quasiment un mois maintenant, avec une accélération sur les derniers jours du mois de mars. Alors, c'est variable selon les vacances et les zones de vacances. C'était la zone B qui était partie en vacances les premiers. Et vous pouvez voir, on a un retour plus important dans ces régions de France qui étaient en vacances. On va voir ce que ça donne du coup sur la zone A et la zone C, puisqu'ils sont rentrés plus tardivement de vacances. Alors, petit point sur l'activité officinale et les évolutions. Et là aussi, on s'est amusé à jouer avec les chiffres, à jouer avec les concepts. Alors, il y a des classiques et puis il y a des petites variantes. Réseau officinal reste dynamique sur ces 4 dernières semaines, plus 9. Toujours pareil, on a comparé aussi à 2020, où vous pouvez voir quand même que l'écart se creuse, plus 4 par rapport à 2020. On avait un début d'année l'année dernière qui était très, très, très difficile. Les centres co, les stations de ski, un ensemble de sujets. Donc, on voit bien recul en croissance, plus 9 et plus 4 par rapport à 2020. La prescription de ville est légèrement positive sur versus 2020, donc versus l'annonce du premier confinement. La prescription hospitalière et la délivrance en ville continuent son accélération. Et le conseil, vous pouvez voir, on est quasiment sur des tendances qui sont très différentes, plus 12 versus l'année dernière, moins 7 par rapport à 2019. Et dans cette analyse spécifique, on a intégré la délivrance des autotests qui sont à taux de TVA de 0, donc exonérés. Si je fais la même analyse en retirant ces taux de TVA à 0, vous pouvez voir, et surtout sur la partie conseil, regardez l'impact sur les 4 dernières semaines, plus 9 ou moins 9 par rapport à 2020. Et on voit bien qu'en 2020, ce qui va être la complexité des analyses qui se dessinent dans les prochaines semaines, c'est à quoi je vais bien pouvoir comparer le mois de mars 2022 à 2021 pour se faire plaisir. Après, on va me dire surtout pas 2020 et probablement 2019. Et on voit bien que les repères pour pouvoir faire les analyses vont être de plus en plus complexes pour se dire sur quel bon comparatif pour raconter la bonne histoire ou surtout pour bien comprendre les phénomènes qui se passent à travers ce réseau officinal et du coup la santé des Français. Taux de TVA, je vous l'ai laissé pour ceux qui en sont fans, mais je vais passer rapidement parce que du coup, je trouve que c'est de pire en pire. Petit point, parce que du coup, je trouve que on ne l'a peut-être pas mis en avant. Alors, il y avait plein d'actualités qui étaient beaucoup plus impactantes que ça, mais la semaine dernière, c'était les 2 ans de la fameuse semaine 12 de 2020, c'est-à-dire l'annonce du premier confinement le 16 mars, et de regarder cette même semaine dans le temps, quelles sont les évolutions. On avait fait plus 27% en 2020 avec, et on vous le mettra sur LinkedIn très prochainement, le fameux lundi, et de comparer les 4 lundis, mais pour laisser un peu de surprise. Et vous pouvez voir 27% de croissance en 2020, moins 16 en 2021, qui était quand même légèrement supérieure à celle de 2019, et plus 8 en 2022. Mais là, on intègre bien sûr, les autotests
qui continuent malgré tout à être délivrés en officine. Et là, du coup, en rajoutant, vous pouvez voir notamment sur la courbe en pointillé l'évolution des dernières semaines du mois de mars, juste avant l'annonce du confinement. Et donc, l'évolution et surtout la décroissance qui se creuse. Vous voyez en bas à droite sur la partie conseil, plus 14 avec la TVA à zéro versus moins 11% versus 2020. Donc, des gros yo-yo en termes de passage en officine sur les semaines qui se profilent devant nous. Alors, la grippe dans tous ses états, premier point, constat sur la vaccination, puisque la campagne s'est terminée le 28 février. Et là, globalement, toujours le verre avec à moitié vide ou à moitié plein, mais toujours avec de l'eau dedans. Et donc, comme vous pouvez voir, en décroissance par rapport à la saison précédente, moins 6%, mais quand même plus 9% par rapport à 2019. Donc, une vaccination qui s'inscrit dans le réseau officinal, et on présentait la fois précédente près de plus de 40% de la totalité de la vaccination grippe a été réalisée par le réseau officinal sur cette saison. Et puis surtout, l'avantage de pouvoir regarder un peu dans les millésimes et dans la cave avec les données sur cette courbe de la grippe, eh bien oui, la pathologie qui était quand même quasiment à son plus bas historique. Vous voyez, hein, le trait bleu, c'est 2021, le trait orange, c'est 2022, et elle reprend le même trend que 2016, sans commune mesure en nombre de cas, mais on voit bien qu'on est sur une grippe tardive, et on le voit bien, l'enjeu aujourd'hui du réseau officinal sur les patients qui viennent consulter ou passer à la pharmacie, c'est effectivement de se dire, voilà, est-ce que je suis positif Covid, est-ce que j'ai la grippe, est-ce que j'ai la combinaison des deux, et on est sur un trend de 2016, donc qui était rare, mais qui n'est pas si exceptionnel que ça. Patrick, le remboursable, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau dessus? Merci David. Donc effectivement, le médicament remboursable, lui, il suit aussi un peu les mêmes tendances. Donc on a pris le même mode de comparaison, c'est-à-dire en regardant ce qui se passait avant le Covid et ce qui s'est passé pendant ces 2 années de Covid. Donc on voit que après avoir éliminé effectivement le mois de mars et le mois d'avril qui étaient atypiques en 2020, on voit que la croissance que le médicament remboursable a connue en 2021 a été extrêmement forte. On le retrouve sur l'ensemble, la grande majorité des classes, et on est passé à une moyenne de 1,6 milliard mensuels pré-Covid à une moyenne de 1,7 milliard pendant le Covid, soit 6% de croissance. Donc vraiment une forte augmentation pendant toute cette période. Alors, quand on regarde le top 10 des laboratoires, là, on voit certains laboratoires ont eu des très, très fortes progressions. On retrouve AstraZeneca, on retrouve Janssen Cilag, on retrouve BMS, Bayer Healthcare. C'est les 4 plus dynamiques. Après, on en a 3-4 autres qui se situent à peu près au niveau du marché, Pfizer, Biogarant, Viatris, un degré moindre Novartis qui lui est à 0%, et puis en revanche on a Sanofi et Sandoz qui sont en recul par rapport à cette période pré-Covid. Alors au niveau des classes maintenant, donc, quand on regarde les classes qui sont en progression, on retrouve, hein, comme on l'avait pour les autres présentations, les produits de la fibrose cystique qui sont très, très forte progression. C'est des produits comme Orkambi, Kaftrio, Kalydeco, tous de chez Vertex, utilisés dans dans le traitement de la mucoviscidose, et avec des deltas de progression mensuels entre les 2 périodes. Par exemple, pour Orkambi, de plus de 10 millions d'euros.
mensuel, donc ce qui est énorme. Ensuite, on retrouve les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase avec Tagrisso, Imbruvica, Verzenio, plus 16% de croissance. Les inhibiteurs de l'interleukine avec Dupixent, Stelara, Tremfya. Et toujours les inhibiteurs directs du facteur 10A. Alors, on est toujours surpris par l'évolution de ces produits, mais ils sont toujours dynamiques, et en particulier Eliquis, qui a toujours de chez BMS, qui a toujours une très, très forte progression, puisque entre les deux périodes, l'augmentation moyenne mensuelle est d'à peu près de 11 millions chaque mois entre les deux périodes. On a également Xarelto qui a une forte progression dans cette classe de produits. Enfin, les antagonistes des hormones cytostatiques qui ont également une progression forte avec 26% de croissance. Là, c'est Erleada, c'est Zytiga, Xtandi, donc produits utilisés essentiellement dans le traitement du cancer de la prostate. Donc, ces 5 classes contribuent à un delta d'évolution de plus 86 millions par mois entre les deux périodes. Et quand on regarde les contributeurs à la décroissance, là, on voit que les 5 premières classes contribuent uniquement à une décroissance de 17,5 millions. Là, on retrouve les antiviraux de l'hépatite qui sont en forte baisse avec moins 19%. C'est moins 7 millions entre les deux périodes avec Eplusa, Mavirette, Baraclude. Vous avez également, alors là, c'est toutes les pathologies en fait saisonnières qui ont fortement diminué, et notamment l'utilisation des pénicillines à spectre large qui sont en fort recul. C'est l'amoxicilline essentiellement. Ensuite, les IEC en association qui sont en baisse de 8%. Les autres antibactériens, la piostacine, la colimicine à moins 13%. Et enfin, les antiagrégants plaquettaires qui sont à moins 13% avec Plavix. Alors, à noter quand même pour Plavix, et ça a été l'événement de la fin de l'année, puisque c'est essentiellement la baisse de prix, mais surtout le déremboursement du Plavix en décembre 2021. Donc, voyons maintenant les autres slides suivantes, David. Donc là, c'est le top 10 des molécules en croissance ou en décroissance. Contrairement à ce qu'on a fait pour les labos, on a voulu voir ce qui se passait au niveau des unités. Et est-ce qu'on retrouvait un peu les mêmes choses? Donc, dans les molécules qui progressent très fortement, on a le cholécalciférol, le paracétamol en très forte progression, l'apixabane également. Apixabane, c'est Eliquis. L'oxazépam avec le Seresta. Bon, ça, c'était tous les effets, on va dire, collatéraux de ce qui s'est passé pendant cette période. Les vaccins grippo-inactivés, donc Vaxigripp, Tetra, Influvac et autres vaccins. Opium poudre et paracétamol, donc également qui sont en forte progression. Le sodium alginate et le sodium bicarbonate avec le Gaviscon, la sertraline avec Xanax, comme pour le Seresta, l'alprazolam avec Zoloft, et puis enfin le néopam chlorhydrate, donc l'Acupan, qui est également en forte progression. Dans les produits qui contribuent à la décroissance, là vous voyez qu'en unité, on a un effet sur la décroissance qui est beaucoup plus important en unité. En fait, on l'a essentiellement sur l'amoxicilline qui est à moins 28%. L'ibuprofène, ça c'est l'effet des mesures qui avaient été prises en début de confinement, moins 35%. Le tixocortol, donc qui est en baisse à moins 39%, prednisolone, donc corticoïde à moins 27%, paracétamol, tramadol, moins 13%, lévothyroxine, moins 10%. Bon, et vous retrouvez après d'autres produits avec des involutions en unités moins fortes, puisqu'ils sont sur des volumes quand même moins importants. Slide suivante.
Donc, le top 10 des laboratoires contributeurs à la croissance. Et là, on voit qu'on a quand même des différences par rapport, bien sûr, au top 10 des laboratoires. Le laboratoire qui a la plus grande dynamique, on retrouve Vertex avec ses produits utilisés dans le traitement de la mucoviscidose. Et on voit que le delta de croissance a été très important pour Vertex, puisqu'il était passé dans la période pré-Covid d'une moyenne de 5 millions de chiffres d'affaires mensuels à une moyenne mensuelle pendant la période Covid, donc entre avril 2020 et février 2022, de 29 millions. Donc un très fort delta, 24 millions chaque mois, et ça représente bien sûr une évolution extrêmement forte. On a également Janssen Cilag qui a une très forte évolution avec plus 25%, AstraZeneca plus 36%, Lilly France plus 34%, BMS plus 20%, on les avait déjà tout à l'heure, Bayer Healthcare également 9%. On retrouve Biogarant également avec 7% de croissance, Novo Nordisk avec 15%, Mylan Medical plus 19% et Zentiva avec plus 24%. Donc voilà les laboratoires les plus dynamiques. Quand on regarde maintenant les génériques, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du taux de pénétration des génériques? Donc l'année 2021 avait été relativement stable, sauf en fin d'année, où en fait il y avait eu une augmentation des génériques par rapport aux molécules référentes. En 2022, on a une augmentation également, un niveau de taux de pénétration qui est assez fort, à plus de 84%. Donc, une tendance qui a l'air de se prolonger dans le temps. En ce qui concerne les biosimilaires en ville, donc là, vous voyez que, en fait, en ce qui concerne les biosimilaires, bon, le taux de pénétration en 2021, il a baissé, il était aux alentours de 22% en début d'année, et il s'est stabilisé autour de 19-20% pendant le reste de l'année, et il est aussi à ce niveau-là pour 2022. Et là, c'est lié en fait à l'impact du taux de pénétration de l'insuline qui représente un poids important au niveau des biosimilaires. Donc, dès qu'il y a une baisse de la prescription des biosimilaires de cette insuline, ben, ça se traduit au niveau de ce taux de pénétration. Alors, voyons maintenant enfin l'impact sur les variations de prix. Donc, sur les variations de prix, ben, depuis le début de l'année, il s'est passé pas mal de choses. Donc, maintenant, vous êtes habitués à cette analyse. Bon, à la fois en PFHT et en économie sécurité sociale, on voit d'ailleurs qu'il y a peu d'écart entre les deux types d'analyse. Et surtout, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir qu'en ville, on est déjà à près de 428 millions d'euros de baisse de prix, qu'elle soit réalisée sur les 2 premiers mois de l'année ou prévue sur les prochains mois. Mais vous verrez dans la slide suivante, quand on y passera, qu'il y a encore sûrement des baisses de prix à prévoir. À l'hôpital, on retrouve la même chose, avec 17 millions d'impacts réalisés dans la baisse de prix sur les 2 premiers mois et 159 prévus sur les 10 derniers mois de l'année, ce qui, au total, donne déjà 604 millions d'euros d'impact de baisse de prix, ce qui est très important. Ça représente à peu près 70% de l'objectif qui a été fixé dans la loi de finances de la sécurité sociale de 2022, qui est de 825 millions d'euros en prix net, et on est déjà à 604. Et vous allez le voir dans la slide suivante, quand on regarde la saisonnalité des baisses de prix, à la fois en ville et à l'hôpital, on voit pour 2022 qu'il y a eu un très gros pic de baisse de prix, d'annoncés. Il y en avait eu un peu en janvier, il y en a eu en mars, qui sont comptabilisés. Il y en a 145 de prévus en ville au mois de mai,
Et vous voyez surtout que pour l'instant, il n'y a aucune annonce de baisse de prix entre le mois de juin et le mois de décembre, mais vraisemblablement, il y aura de nouvelles baisses de prix. Donc, l'objectif, et on retrouve, c'est à peu près la même analyse sur l'hôpital, hein. Il y a eu des baisses de prix qui ont été annoncées sur janvier, février, mars, avril, importantes, et puis plus rien pour la fin de l'année. Et vraisemblablement, de nouvelles baisses de prix interviendront qui feront que l'objectif de ces 825 millions d'euros sera atteint, voire dépassé. David, donc que se passe-t-il au niveau… Donc, sur l'automédication, premier point, donc la délivrance de médicaments sur le conseil du pharmacien sur cette période, donc des 2 ans de pandémie. Comme vous pouvez le constater, on est à moins 7% en moyenne tous les mois par rapport au niveau de l'avant-pandémie. Donc, même si effectivement le début d'année 2022 était plutôt positif en termes de dynamique, on voit que ce segment reste en difficulté, moins 7%. Malgré tout, les contributeurs à la croissance, ce qu'on voyait tout à l'heure dans ce que présentait Patrick, entre douleur et malgré les dynamiques difficiles sur l'ibuprofène, plus 5% sur douleur et fièvre. Les brûlures d'estomac, deuxième contributeur à la croissance, le sommeil, les affections buccales et, à contrario, toute la virologie du conseil en décroissance, notamment le mal de gorge, le rhume, la toux grasse et la toux sèche un peu plus loin et la diarrhée. Donc, effectivement, toujours à noter, tonus vitalité en baisse sur l'automédication, mais aussi par le différentiel qu'on observe par rapport à d'autres statuts de produits comme les compléments alimentaires. Notamment, du coup, dans cette santé conseil et au sens large du terme, quel que soit le statut, et bien là aussi, on pourra dire tout ça pour ça, tous ces aléas, tous ces micro-traumatismes en fonction des segments, en fonction des marchés, en fonction des marques. On est en légère croissance, mais bon, on peut dire complètement flat par rapport à avant la pandémie. Et pour autant, on a vraiment des segments qui sont forts contributeurs à la croissance, le tonus, la douleur et fièvre, le sommeil, l'immunité défense naturelle. Vous voyez, 43% de croissance en moyenne tous les mois. L'alimentation, donc tout ce qui est nutrition infantile. On va avoir aussi l'hygiène bucco-dentaire. Vous savez que ça me fait toujours rire. On va voir, parce qu'effectivement, là, avec la baisse des masques, on va voir quel impact ça va avoir sur l'hygiène bucco-dentaire. Mais malgré tout, forte croissance sur le rôle aussi de la pharmacie comme lieu de passage du conseil au sens large du terme, avec cette volonté vraiment de centraliser tout ce qui touche à la santé au plus large du terme au sein du réseau officinal et en contributeur à la décroissance, indépendamment des pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure ou des indications de tout à l'heure. On va avoir l'équilibre digestif en forte baisse aussi, le confort respiratoire et puis mon dada, la minceur qui perd 20% tous les mois depuis la pandémie. Là aussi, l'idée, c'était de dire 2 choses. Vous allez voir, on a préparé une slide plus satisfaisante ou plus agréable à regarder qui est juste après. C'est, voilà, ça fait 2 ans. Quel est le bilan de l'ensemble de ces périodes sur l'ensemble du top 20 des laboratoires? Et donc, quand la boule est pleine, elle est contributeur, ou le laboratoire est contributeur à la croissance. Vous regardez, on a la moitié, un petit peu plus un peu moins de la moitié qui est contributeur à la croissance. Ça va être Sanofi, ça va être la Cooper, avec Procter & Gamble, Pierre Fabre, qui sont toujours dans les 4 premières places. Pierre Fabre est à la limite même d'être légèrement positif. On verra dans quelques mois. Bayer Healthcare, on en parlait tout à l'heure, notamment avec le tonus vitalité, mais du coup, contributeur à la croissance. On a Arco qui gagne une place aussi. Bayer, on avait gagné 5, qui gagne une place et qui est en croissance sur toute la période. Vous avez aussi Viatris avec Mylan à l'intérieur. Ensuite, Hartmann qui reste positif. Et en probiotique, Nutergia qui a gagné 3 places et qui clôt ce top 20. Après, sur
les décroissances sur cette période, plein de contextes. Pour certains, ça va être le déremboursement de l'homéopathie. Pour d'autres, effectivement, ça va être multifactoriel, pas de pathologie hivernale, difficultés sur l'ibuprofène, d'autres des choix catégoriels sur la minceur. Et donc, on voit bien qu'on a ce pouls-là. Pour autant, si je regarde sur ce début d'année et le top 20 versus 2021, comme vous pouvez voir, tout le monde est contributeur à la croissance. Et donc, je me demande si au final, c'était une bonne idée de regarder les dynamiques. Mais c'est aussi pour se dire à un moment donné, dans les échanges, c'est dire, voilà, quand on regarde par rapport à l'année dernière, on voit qu'on est dynamique, mais c'est aussi parce que l'année dernière était particulière. On voit que ça reste délicat pour beaucoup d'industriels dans les échanges avec le réseau officinal, avec le choix consommateur et le besoin aussi de resserrer les rangs et de mieux travailler probablement ensemble. Alors, pour changer, pourquoi, petite anecdote pour vous raconter un peu les coulisses, pourquoi on est passé sur le top 5 des contributeurs à la croissance, c'est parce que du coup, en fait, parfois, j'avais des laboratoires qui étaient au pied du podium et du coup, ils disaient « Ah, c'est dommage, j'étais que quatrième », alors que globalement, quatrième, c'était bien aussi. Donc, du coup, on s'est dit « voilà, si on passait sur une étoile en se disant voilà, le top 5 des contributeurs à la croissance sur ce raisonnement, c'est-à-dire depuis le début de la pandémie et avec comme point de départ le confinement, on va avoir Biocinex en premier contributeur à la croissance, on va avoir Nutergia, on va avoir Biogarant, et puis ensuite Bayer Healthcare et NHCO qui sont quatrième place et Sanofi pour terminer ce quintet des contributeurs à la croissance dans ce post-pandémie ou suivi de pandémie. Alors, un petit zoom sur les compléments alimentaires avec le même raisonnement. Vous le voyez, la santé familiale est flat. Pour autant, tout ce qui est compléments alimentaires, et là aussi, on a rajouté en termes de statut, les statuts dispositifs médicaux, mais qui sont à ingérer, donc qui font office en termes d'image de compléments alimentaires. Et là, vous voyez plus 8% sur cette dynamique. Et quand on regarde en termes de laboratoire, on voit bien beaucoup de contributeurs à la croissance sur l'ensemble de ces périodes-là, sur les compléments alimentaires. On a Arco qui passe premier, on a Pilège qui est tout juste légèrement en décroissance et du coup qui laisse sa première place. On a Nutergia qui conserve le tiercé. Et puis ensuite, vous avez Procter & Gamble, vous avez effectivement Bayer qui est fortement dynamique, qui a gagné 6 places sur cette période. Et puis ensuite, vous avez bien sûr des laboratoires comme AVA qui sont dynamiques sur cette période, avec des distributions différentes, avec des positionnements qui sont différents. On va avoir NHCO qui a un positionnement très sélectif. On va avoir Avoca qui va être très sur la santé naturelle. On va avoir Forte aussi sur un positionnement qui évolue dans le temps. Et donc, des choses excessivement intéressantes. Et un Pierre Fabre qui est légèrement contributeur à la croissance également. En termes de segments, tonus vitalité, grand gagnant, aussi lié à la demande, mais aussi lié au transfert de statut évoqué précédemment, immunité, défense naturelle, le sommeil, et puis aussi des segments qui sont intéressants pour vous d'avoir en tête, plus petits mais toujours dynamiques, troubles de l'humeur, la reminéralisation, et je pense à certains de mes collaborateurs, l'anti-chute, qui est dynamique par rapport à cette pandémie. Et puis en contributeur à la décroissance, en complément alimentaire, à l'équilibre digestif et la minceur qui ne fait que maigrir elle aussi. Alors, les probiotiques, pour continuer, là, léger recul, moins 1%, c'est un segment qui était toujours dynamique. Alors, certains d'entre eux sont en statut complément alimentaire, d'autres sont en DM, dispositifs médicaux, d'autres sont en médicaments. Donc là, on est vraiment sur le marché des probiotiques. Et quand on regarde les promesses, on voit l'équilibre digestif, ce qui était évoqué tout à l'heure, fort contributeur à la décroissance. Mais si on regarde vraiment les gros contributeurs à la croissance, l'immunité et la défense naturelle, le tonus et tout ce qui est troubles fonctionnels intestinaux. Ça, c'est ce qu'on évoquait, diarrhée et équilibre digestif en contributeur à la décroissance. Alors,
Patrick était très inquiet sur est-ce que les Français prennent du plaisir et du coup d'essayer de toujours trouver un certain nombre de segments. Alors, des plaisirs avec différents impacts, durables ou moins. Et donc, du coup, en volume, et là, on est en euros, on est en volume, excusez-moi, du coup, les légendes ne sont pas correctes, mais on est bien en volume. On voit bien les tests de grossesse en croissance depuis la pandémie, probablement plein d'éléments autour du confinement, et puis aussi, du coup, les troubles de l'érection qui, malgré un premier confinement désastreux, vous voyez le pic tout en bas, reste en croissance sur ces 2 dernières années. Donc, du plaisir est pris par la population. Pour terminer sur l'hygiène et la dermo, hors gel hydroalcoolique, là aussi, légère croissance, +1, ce qui reste, malgré tout, il faut l'avoir en tête, une jolie performance, d'autant plus qu'on a perdu ce qu'on pourrait mettre dans un chapeau qui est le Global Shopper. Du coup, tout ce touriste qui aimait bien un certain nombre de marques françaises. Et donc, là-dessus, le +1%, au final, si je retire ce qu'on a perdu en termes de dynamique sur le Global Shopper, c'est un segment qui est très dynamique en ce moment, avec des marques qui sont aussi plus en difficulté que d'autres. On voit que sur la période, Aven reste premier, mais en légère décroissance. Vous avez La Roche-Posay qui est dynamique. On a Bioderma qui est un gros contributeur à la décroissance, comme Vichy, comme Filorga. On va voir ce que ça donne sur ces premiers mois de l'année. Caudalie, qui est premier contributeur ou deuxième contributeur à la croissance sur cette période, puis SVR. Quand on regarde quand même ces laboratoires ou ces marques sur ces 2 premiers mois de l'année, on peut voir qu'un certain nombre d'entre eux ont repris des couleurs, ce qui montre que parfois, voilà, on peut être dynamique sur ce début d'année versus l'année dernière, pour autant sur un historique plus long en difficulté. Et qu'est-ce que ça donne en termes de contributeurs à la croissance? Là aussi, si j'élargis un peu, parce que plein de phénomènes intéressants, on va voir Caudalie, premier contributeur à la croissance, La Roche-Posay, La Rosée pour les 3 premiers, SVR et CeraVe. Donc, de la dermo, de la cosmétique, de la nouveauté, tous ces éléments, du partage, des positionnements sur des pharmacies beaucoup plus larges comme La Rosée, de la prise en charge conseil poussée par les réseaux sociaux pour CeraVe, de la dermato avec La Rosée SVR. Donc, vraiment un top 5 qui est très éclectique. Et puis, quand vous regardez les autres 5, les 5 suivants, vous allez avoir tout ce qui va toucher à l'hygiène, comme Botera et MKL Green Nature, qui connaissent des fortes croissances. Vous avez Eucérine, qui continue à être dynamique. Et puis, pour Patrick, Luxéol pour le capillaire, c'est ce qu'il utilise pour la pousse des cheveux. Et comme vous pouvez le voir, c'est excessivement efficace. Et Dexeril, qui est aussi dynamique. Un petit point pour mettre un peu de baume au cœur. Alors, le CBD, pour montrer qu'on commence à le suivre dans le réseau officinal, on en est encore au début, on ne parle pas encore d'évolution par rapport à l'année dernière, bien entendu. Donc, vous pouvez voir en forte dynamique, avec toujours cette volonté de savoir comment pénétrer ce marché. On y va, on n'y va pas. On voit que sur Pharmagora, la semaine dernière, il y avait 2 sujets qui étaient à la mode et parfois mélangés. Les gummies d'un côté, ça fera sourire certains d'entre vous, et puis de l'autre côté, le CBD. Je vous laisse imaginer quand on arrive, et je vous cache une confidence, quand je fais des entretiens du coup avec Patrick maintenant, du coup, je pose un peu de gummies CBD, histoire qu'il en mange 4, 5, 6, 7. Comme ça le détend tout de suite beaucoup plus dans le cadre de nos échanges. Et j'invite certains d'entre vous à utiliser ce stratagème pour pouvoir faciliter un certain nombre d'éléments de communication en interne. Et puis, du coup, aussi, c'est vrai qu'en regardant les tests de croissance, on ne pouvait pas passer à côté de l'évolution d'un segment qui est bébé et nourrisson. Et là aussi, on a travaillé donc avec Claude Bernard sur l'ensemble des produits non listés qui sont nourrissons et nouveau-nés pour regarder la dynamique. Donc, plus 3% sur conseil du pharmacien, donc délivré hors prescription.
Et là aussi, en termes de dynamique, on va avoir Pierre Fabre qui est Dermo qui est premier, très dynamique sur cette période. La Roche-Posay également. Menarini avec la nutrition. Expansions qui gagne quasiment 4 places, qui était 13e et qui reprend des couleurs avec Mustela. On va avoir Bioderma aussi. Beaucoup le lait bio avec Biosteam. Et Johnson & Johnson qui, effectivement, prend des couleurs comme Reckitt. Patrick, sérieusement, comme je sais que tu es sur site, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'hôpital? Tout à fait, merci David. Donc maintenant, je ferai attention à ce que tu me déposes sur le bureau quand on se voit. Mais bon, ça, on en rediscutera après. Donc effectivement, à l'hôpital, on constate un peu comme on l'a vu en ville, une évolution entre la période pré-Covid et cette période post-Covid, puisque on a eu une évolution de plus 7%, ce qui est une forte évolution, en faisant bien sûr abstraction du mois de mars 2020 qui était très particulier. Alors, quand on regarde justement les principaux contributeurs, David, on voit qu'on retrouve dans les contributeurs à la croissance qui ont eu un impact quand même important, puisque ça représente une croissance globale sur ces 5 classes de 126 millions d'euros par mois. On retrouve les antinéoplasiques, anticorps monoclonaux. Donc là, c'est des produits comme Keytruda, qui a bénéficié d'une extension d'indication dans le cancer du sein ou cancer de l'œsophage, mais également Darzalex de chez Janssen, qui est utilisé dans le myélome multiple. Les autres antinéoplasiques, également forte croissance, plus 19%. Et là, bien sûr, c'est des thérapies géniques CAR-T-cell avec Kymra dans le traitement de la leucémie lymphoblastique et puis Yescarta dans le traitement du lymphome non hodgkinien agressif. Croissance également des autres produits du système nerveux central avec plus 74%. Avec croissance de Vyndaqel essentiellement. Les autres immunosuppresseurs avec 88%, et là, forte augmentation de quasiment tous les produits dans cette classe. Et enfin, les facteurs de la coagulation avec plus 11%. Dans les contributeurs à la décroissance, là, on retrouve les produits, les antibiotiques, qui est notamment les pénicillines à spectre large, l'amoxicilline en particulier, moins 41%. Les anti-TNF qui sont à moins 21%, mais là, ce sont plutôt des baisses des prix des biosimilaires et une augmentation du taux de pénétration de ces mêmes biosimilaires. Pour les antiviraux VIH, ce sont des baisses de prix. Pour les autres antibactériens, c'est des baisses de volume. Et pour les antinéoplasiques platine, ce sont également des baisses de volume. Donc voilà un tout petit peu la situation. Et quand on regarde les laboratoires, la situation des laboratoires en termes de croissance, on voit qu'il y a tout un groupe de gros laboratoires qui sont MSD, qui sont Roche, qui sont Janssen et qui sont Pfizer, qui ont des croissances très fortes, au-delà des 20%. Ensuite, on retrouve un groupe de laboratoires avec Sanofi, BMS, LFB, Fresenius, qui sont au niveau du marché, aux alentours de 7%. Et puis ensuite, un laboratoire qui est légèrement en dessous de zéro, légèrement négatif, qui est Celgene. Et enfin, Viatris, qui lui enregistre une décroissance assez importante, alors que sa part de marché est bien sûr très élevée, avec plus de 7% de part de marché. Donc voilà pour ces données sur l'hôpital.
J'espère que ce 22e atelier a répondu à toutes vos attentes. Avec David, on vous remercie vraiment de votre présence continue à ces ateliers. On remercie également toutes les équipes qui nous ont permis de préparer tout cela. Et on vous donne rendez-vous pour les prochains ateliers et à très bientôt. Bonne journée.